Nous entendons aujourd'hui un acteur clé de la conception et de la mise en œuvre des lois de décentralisation, la Direction générale des collectivités locales. Je remercie Madame Cécile Raquin, directrice générale des collectivités locales, et une partie de son équipe de s'être mobilisée pour cette audition qui est très attendue. Notre mission d'information, créée à l'initiative du groupe Rassemblement démocratique et social européen, n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, ni l'ensemble de l'architecture mise en place il y a maintenant 10 années, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. Il est important que vous puissiez nous indiquer quelle est votre vision globale de l'application de la loi NOTRe, mais aussi nous expliquer quels sont les points qui vous semblent poser problème ou susceptibles d'évoluer. Depuis le début de nos travaux, nous avons entendu de nombreux élus exprimer un sentiment de dépossession au terme de la mise en place subie des grandes intercommunalités issues de la loi NOTRe. Vous nous direz si ce ressenti s'appuie sur des réalités concrètes. Je pense par exemple aux difficultés liées à des cotes mal taillées au départ, lorsque les communautés de communes comptent plus d'une centaine de communes, et il en existe, nous le savons tous. Au Sénat, Chambre des territoires, nous avons vocation à dégager des voies d'amélioration pour garantir le meilleur fonctionnement possible de notre démocratie locale, notamment en termes de gouvernance et de services rendus aux citoyens. Nous comptons sur vous pour nous aider à y parvenir. Avant de céder la parole à notre rapporteure, Mme Maryse Carrère, je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion en visio et qu'elle sera disponible sur le site Internet du Sénat. À présent, comme je l'ai indiqué, je passe la parole à Mme la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la directrice et Madame et Messieurs, de venir nous consacrer un peu de votre temps précieux pour cette mission que nous avons déjà un petit peu débroussaillée sur les quelques semaines que nous avons eues en audition et sur des déplacements sur le terrain. Oui, notre mission est consacrée au bilan de l'intercommunalité, mais aussi au ressenti aujourd'hui que peuvent avoir les élus après quelques années de fonctionnement de ces nouveaux formats et des intercommunalités sur les territoires. Donc c'était important pour nous d'avoir la vision que vous avez de ces intercommunalités, votre expertise bien sûr aussi, du fonctionnement aujourd'hui de ces intercommunalités. Et si vous pensez qu'elles ont atteint leur vitesse de croisière ou si elles sont encore en maturation pour vous et pour la Direction générale des collectivités locales et le lien que vous avez avec elles au quotidien. Je m'arrêterai là, je vais vous laisser avoir quelques propos liminaires et puis on reviendra sur le détail peut-être de la carte intercommunale et si aujourd'hui vous pensez qu'elle est aboutie ou pas, des sujets sur la gouvernance bien entendu, sur l'exercice des compétences et sur la solidarité qui s'exerce aujourd'hui au sein des intercommunalités avec, comme je vous l'ai dit, des ressentis différents en fonction aussi des territoires et des intercommunalités. Donc je vais vous laisser la parole pour quelques propos liminaires si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Peut-être effectivement vous rappeler en introduction, vous parliez de ressenti des élus. Moi, je commencerai peut-être par vous citer l'étude du CEVIPOF de 2024 qui indiquait, donc a interrogé environ 3000 élus et qui indiquait que 60% des intercommunalités n'avaient pas, selon ces élus interrogés, d'opposition franche en interne et que dans la plupart des cas, les votes au sein du conseil communautaire avaient lieu de façon unanime et qui rappelait, au-delà de cette gouvernance relativement consensuelle, en tout cas pour les 2/3, rappelait l'aspiration des élus à la stabilité, en indiquant que 68% des élus souhaitaient maintenir la taille actuelle de leur intercommunalité et ne souhaitaient pas en revoir le périmètre. Et en revanche, 9% des élus indiquaient souhaiter une réduction de la taille de leur intercommunalité. Alors, après ces quelques chiffres, peut-être, effectivement, ce qu'on peut voir d'abord, c'est quand même l'intercommunalité, ça s'inscrit dans une histoire très longue.
C'est depuis les premières lois sur la gouvernance intercommunale, la création des CIVU, des CIVOM, jusqu'aux communautés de communes, puis les communautés d'agglo, les métropoles qui sont ensuite montées en puissance par la loi MAPTAM. On a ensuite connu une période qui est plutôt d'assouplissement, de souplesse, l'idée qu'il fallait stabiliser l'organisation, mais permettre à ces intercommunalités de mieux fonctionner. Donc on peut dire que depuis les dernières lois MAPTAM et NOTRe, en fait, on est dans une forme de stabilité institutionnelle et plutôt dans une recherche de souplesse interne, d'amélioration de la gouvernance qui se sont traduites par des dispositions des lois engagement et proximité, des lois 3DS, par exemple, et qui ont été dans cette recherche de réglage, on va dire, d'ajustement du fonctionnement. Les intercommunalités, elles souffrent encore de critiques, comme vous l'indiquiez dans votre introduction, un peu de deux ordres, la gouvernance dans certains cas, et puis dans des cas extrêmes, leur taille, parce qu'effectivement, au moment des lois MAPTAM, certaines intercommunalités se sont constituées en très grands territoires, regroupant de nombreuses communes, et qu'au cours du fonctionnement, un certain nombre de difficultés sont apparues pour mener certaines politiques publiques, ce qui a conduit là en retour à ces ajustements, par exemple la possibilité d'avoir des PLU de secteur, c'est pour ne prendre qu'un exemple. On ressent quand même aujourd'hui que la gouvernance actuelle, on va dire, des intercommunalités d'aujourd'hui a souffert de la crise du Covid. Ça, c'est à mon avis un fait assez établi. Les élus ont été installés dans un cadre de crise Covid, avec évidemment une impossibilité de se rencontrer physiquement, d'apprendre à travailler ensemble aussi aisément que ça aurait dû l'être, une impossibilité aussi parfois de se sentir accompagnés aussi bien qu'ils auraient dû l'être par les services de l'État dans la prise de leurs fonctions de maire. Et ça a quand même induit durablement des difficultés de gouvernance, surtout dans les grands OPCI, parce que ces habitudes de travail en commun ne se sont pas mises en place dès le début. La gouvernance a été sans doute plus compliquée par la pratique des visioconférences et on a senti plus qu'avant des critiques sur le fonctionnement de l'intercommunalité. Et nous, quand même, on rattache quand même une partie des difficultés de gouvernance, en tout cas sur le dernier mandat, à cette élection qui s'est tenue en 2020. Pour autant, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de difficultés. Donc, vous allez, je pense, interroger plus spécifiquement sur ces difficultés. Mais nous, pour vous dire, côté DGCL, les remontées d'élus demandant à des modifications de périmètre sont très rares, voire inexistantes. Et demandant à ce qu'il y ait des modifications fortes de compétences également. Je voudrais juste, merci beaucoup pour vos propos introductifs. Je rebondis sur ces propos parce que vous venez de dire que les intercommunalités se sont constituées. Enfin, souvent, c'est sur la base d'une proposition préfectorale, moins que sur une initiative qui leur était propre, qu'elles se sont organisées. Et certains préfets ont fait du zèle, ils ont fait montre de gigantisme à nul autre pareil. Et par contre, vous avez tout à fait raison sur les conditions propres au début du mandat 2020-2026. Là aussi, à nul autre pareil, parce que moi, je connais personnellement, on en connaît tous dans le territoire, des nouveaux élus qui sont allés aux réunions des intercommunalités auxquelles ils appartenaient, qui n'avaient lieu qu'en visio. Ils se demandent ce qu'ils y faisaient. Ils découvraient tout. C'était très pénible pour ces élus. C'était un peu moins pénible pour ceux qui étaient déjà sortants et reconduits, parce qu'ils étaient dans un environnement qu'ils connaissaient déjà. Mais pour les autres, c'était terrible. Les 9% de communes qui déclarent vouloir une modification du périmètre, vous dites que vous en avez très peu connaissance. C'est Vipov qui vous l'a appris, mais vous avez très peu de remontées. Moi, je crois que des préfets, en tout cas c'est le cas dans mon département, en Moselle, il y a des remontées, mais ils renvoient ça à après les élections municipales. Peut-être parce qu'ils savaient qu'ils seraient immutés d'ici là.
Mais il a renvoyé ça après les élections municipales. Je pense que dans d'autres départements, c'est pareil. Dans ce cas-là, s'il devait y avoir des modifications, comment accepteriez-vous que les choses se passent selon le même rôle que jouerait la commission départementale de coopération intercommunale ou selon un rôle différent? Parce que cette commission avait un rôle majeur puisqu'elle était quand même obligée de contrer le préfet à une forte majorité. Oui. En réalité, alors peut-être pour préciser mes propos, quand je disais se sont constitués, c'était effectivement volontaire, pour nuancer parfois ce qu'on peut entendre, qui est de dire que les intercommunalités qui aujourd'hui sont trop grandes ou fonctionneraient mal, c'est parce que les préfets sont dans tous les cas allés trop loin. On connaît beaucoup de cas dans lesquels les intercommunalités XXL, comme on les appelle, ont été voulues par les élus. Et après, elles posent parfois un certain nombre de difficultés, mais on a tous des cas très précis à l'esprit dans lesquels ça a été une volonté locale de faire une très grande intercommunalité pour donner aussi parfois une identité à un territoire, une gouvernance vaste, mais qui, en pratique, s'est avérée compliquée. Donc ça, c'était pas toujours la volonté des élus, mais je partage évidemment ce que vous avez indiqué, notamment parce que les préfets, ils ont fait respecter les seuils législatifs qui étaient prévus par la loi. Et donc, ils ont dû constituer des intercommunalités de taille conséquente. Et parfois, par rapport à certains projets locaux, ils ont dû, bien sûr, expliquer aux élus qu'il fallait atteindre une taille critique suffisante pour respecter le terme de la loi. Et parfois, ils ont souhaité la dépasser pendant des circonstances locales, même s'il n'y avait pas de consigne nationale uniforme sur ces sujets-là. Mais il y avait des critères à respecter selon les circulaires, c'est-à-dire avoir une surface financière relativement importante. En fait, l'idée quand même d'avoir une forme de péréquation sur un territoire, d'avoir évidemment une cohérence géographique. Donc ça, c'est des choses qui ont été appréciées localement par les CDCI et par les préfets qui, effectivement, quand il y avait des accords, avaient le dernier mot. Pour répondre à votre question sur les conditions de retrait, aujourd'hui, le CGCT prévoit qu'il est possible d'avoir des décisions. D'ailleurs, ça a été facilité depuis la loi Engagement et Proximité, des conditions de retrait. Le seul enjeu qui doit être respecté, ce sont les seuils de population de la loi. Demain, la question peut se poser de savoir s'il faut assouplir encore ces possibilités de retrait, mais dans ce cas-là, avec toujours cette exigence d'avoir un seuil de population et un pouvoir d'appréciation du préfet pour vérifier que le périmètre qui est souhaité reste viable en termes de taille, mais surtout en termes d'études d'impact financières. Merci. Justement, vous identifiez dans les critiques qui peuvent être faites aujourd'hui à l'intercommunalité 2 facteurs. Donc la taille, souvent, et la gouvernance. En termes de taille, on a bien compris qu'aujourd'hui, il est aussi compliqué de sortir d'une intercommunalité, mais ça peut se faire qu'à la marge sur 1 ou 2 communes. Et je n'ai pas connaissance, moi personnellement, de scissions qui ont pu être faites. Je ne sais pas s'il y en a eu de scissions en 2 intercommunalités ou plus. Donc ça, vous pourrez peut-être nous le dire. Sur la gouvernance aussi, c'est l'effet de masse qui est souvent remis en question, le fait de se retrouver dans des assemblées avec plus de 100 ou 150 délégués communautaires où on perd un petit peu le sens de l'action qu'on peut y mener. Vous n'avez jamais eu des remontées concernant les compétences ? Parce que là aussi, il y a peut-être de la contestation sur l'exercice des compétences. Donc, est-ce que vous avez ce type de retour aussi? Et puis, plus globalement, quel constat vous faites aujourd'hui de l'efficacité de l'intercommunalité, de l'efficience de l'intercommunalité en termes de services publics? Est-ce qu'on a plus de services publics sur les territoires grâce à l'intercommunalité? En termes d'investissement aussi local et en termes d'économie, est-ce que on a un meilleur exercice des politiques publiques aujourd'hui avec moins d'argent ou plus d'argent ou mieux d'argent? Et peut-être comment aussi l'État a changé son regard et son rapport au territoire au travers de l'intercommunalité par rapport aux communes. Est-ce qu'il n'y a pas à un certain moment plus de facilité pour l'État de s'adresser aux communautés de communes, aux intercommunalités qu'aux communes plus précisément et beaucoup plus nombreuses? Alors, sur la gouvernance, tout d'abord, ou les difficultés qui nous sont remontées,
nous, la critique qu'on entend le plus, c'est le sentiment de maires et de petites communes d'avoir leur poids dilué dans la gouvernance et donc évidemment dans le pouvoir de décision sur leur propre territoire. Parce que dans ces cas-là, en raison, vous le savez, de la jurisprudence Salbris et des règles de composition des conseils communautaires, qui là encore vont s'appliquer pour 2026, les petites communes se voient garantir un siège, mais parfois seulement un siège. Et donc, dans de vastes intercommunalités, elles peuvent avoir ce sentiment de ne pas peser assez, évidemment, et de se voir imposer des décisions quand les compétences ont été transférées sur leur propre territoire. Donc ça, on l'entend effectivement beaucoup. Et la réponse, elle est dans les capacités de travail en commun, d'écoute des maires, de co-construction de l'intercommunalité. Il y en a qui fonctionnent très bien pour ça. Il y a eu un certain nombre de réponses aussi apportées par le législateur, notamment par le Sénat, qui avait prévu des conférences des maires, l'obligation de signer un pacte de gouvernance au moment de la constitution du conseil communautaire. Donc tout ça, effectivement, les modalités de travail en commun, d'association du maire en amont de la prise de décision et de vote, notamment sur le PLU, la capacité, enfin sur des sujets, je veux dire PLU parce que c'est structurant évidemment pour un territoire, mais sur tous les autres sujets, sur les projets locaux, ce travail en commun, il y a des choses voilà, qui ne relèvent pas nécessairement, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place par la loi et d'obligations procédurales qui existent. Ensuite, c'est de la pratique locale. C'est une capacité des hommes à travailler ensemble, et donc ça se passe plus ou moins bien selon les territoires. On a également des questions sur les compétences, vous l'avez indiqué. Alors, sur les compétences, ce qui peut être parfois critiqué en matière d'urbanisme, quand le maire a gardé le pouvoir de délivrance du permis de construire, mais que l'instruction est mutualisée, c'est parfois une difficulté pour l'élu qui décide in fine d'avoir les explications de la manière dont l'instruction a été conduite. Donc là aussi, c'est des questions plus en réalité de management local, puisqu'il est possible d'avoir parfois des services communs. Il est possible aussi que la commune porte un service commun pour le compte de l'intercommunalité et d'avoir des autorités hiérarchiques et fonctionnelles qui soient différentes au sein de l'intercommunalité. Donc là aussi, c'est vraiment de la pratique, mais on entend quand même aussi ce type de critique dans le fonctionnement des intercommunalités. Alors après, pour répondre à la partie de votre question sur la politique publique, sur les éventuelles économies que ça aurait pu produire, il est clair que en termes de politique publique, notre sentiment, même si je dis sentiment parce qu'on n'a pas de contrefactuel scientifique, mais notre sentiment, c'est que ça a permis quand même de maintenir un certain nombre de services publics et sur des territoires via la mutualisation, et que ces services qui ont été transférés, les grands équipements, ils sont bien entretenus parce qu'ils sont mutualisés sur un territoire plus vaste. Alors c'était déjà, bien sûr, dès l'origine de l'intercommunalité, l'idée des CIVOM, de porter en commun des politiques, des équipements. Il y a certains regroupements sur les écoles, mais sur l'intercommunalité, on voit que c'est particulièrement efficace en termes de gestion d'équipements à intérêt communautaire, mais aussi en termes de gestion des réseaux. Sur les déchets, sur l'assainissement, tout ce qui va nécessiter des infrastructures assez lourdes et des investissements assez massifs qui peuvent être portés en commun. Il est quand même probable que le service est plus performant que s'il était géré par chacune des communes. Toutefois, comme je veux dire, on n'a pas le contrefactuel pour que ce que je vous indique soit fait scientifique. En termes d'économie, là, c'est difficile à dire, parce que je crois que ça n'a jamais été non plus directement l'objectif de l'intercommunalité. L'objectif, ça a plutôt été répondre aux attentes des habitants en termes de services, d'équipements, de biens sur un bassin de vie, et donc de mobilité, mais pas tant de faire des économies directement par ces mutualisations. Après, vous le savez, dans les données dont on dispose sur la fonction publique territoriale, on voit plutôt l'inverse, c'est-à-dire on voit plutôt que les effectifs des intercommunalités et des communes ont eu tendance à se cumuler plutôt qu'à s'annuler les uns les autres. Mais là encore, il faut être prudent sur les conclusions qu'on en tire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les effectifs ont augmenté que ça signifie qu'il y a eu systématiquement des doublons sur chacune des politiques. C'est peut-être aussi que quand on a transféré de nouvelles compétences
on a en fait élargi le champ de l'action publique. On l'a fait pour répondre à de nouvelles attentes des citoyens ou mieux répondre aux attentes des citoyens. Donc en même temps qu'on transférait, parce qu'on accroissait quand même aussi la réponse publique. Et donc dire qu'à due concurrence, les effectifs auraient dû être au minimum stabilisés et que c'était qu'un simple jeu de vase communicant me paraît un peu trop simplifié. Je pense que nécessairement, ça s'est accompagné d'une certaine hausse des effectifs parce qu'il y avait accroissement du service public. Et enfin, comme vous l'avez indiqué, pour l'État, bien sûr, le fait d'avoir aujourd'hui une France à 1200 intercommunalités permet de conduire des politiques publiques sur les territoires sans doute beaucoup plus aisément que directement avec 34 500 communes. L'intercommunalité est devenue un acteur incontournable de la territorialisation de toutes les politiques publiques via les contractualisations des ministères sur chacune des politiques avec les intercommunalités, via les CRTE sur la partie investissement et transition écologique. Mais il est certain que ce sont devenus un échelon qui permet de déployer des politiques publiques et que l'enjeu, c'est de trouver la bonne articulation avec les maires pour que la politique descende dans les communes et ne s'arrête pas au niveau de l'intercommunalité et qu'on ait bien après le dernier kilomètre jusqu'à la commune. Oui. Sur la gouvernance, on a essayé d'apporter des solutions législatives, les commissions accessibles aux conseillers municipaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelques outils encore qui peuvent être de nature à améliorer les choses et améliorer les relations notamment et la compréhension du fait intercommunal par les élus, notamment des petites communes noyées peut-être dans une masse. Est-ce que par le biais de la conférence des maires, par le biais de projets de territoire, on peut peut-être faciliter, apporter des outils aussi encore qui amélioreront cette gouvernance, même si on sait que c'est aussi les relations entre les hommes et entre eux qui fait que ça se passe bien ou moins bien. Je crois qu'il y a un très grand enjeu en début de mandat sur la mise en place des relations de travail, de confiance. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de formation des élus, enfin information-formation, c'est-à-dire que les intercommunalités devraient organiser des journées des maires, les associants, leur permettant de faire connaître leur organisation administrative, les services qu'elles peuvent apporter, la mise en commun d'ingénierie, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel elles étaient attendues et peut-être elles ne sont pas assez montées en puissance auprès des communes. Voilà, tous ces moyens qui sont à disposition des maires pour mieux exercer leur mission et que l'intercommunalité devrait pouvoir présenter en début de mandat. Et c'est vrai que la conférence des maires, c'est un enjeu parce que selon les territoires, elles sont parfois très efficaces, parfois des lieux un peu vides, ou en tout cas qui n'ont pas de compétences, donc des lieux d'échange, mais il n'y a pas eu dans le pacte de gouvernance une liste de sujets qui doivent nécessairement passer à la conférence des maires et faire l'objet peut-être d'un plus grand consensus. Et c'est ça l'enjeu quand même en début de mandat, en lien avec le pacte de gouvernance, c'est de bien définir le rôle de la conférence des maires. Et là, nous on pense effectivement qu'il y a encore des progrès à faire. Dans certains départements, on constate que certains services de l'État, parfois les préfectures, écrivent directement au président de l'intercommunalité comme si c'était à ce président d'en référer au maire. Et les maires sont très irrités par cette attitude, que ce soit le DAZEN qui pratique de la sorte, que ce soit le préfet qui pratique de la sorte. Les maires ne sont pas effacés. Je rappelle qu'il n'y aurait pas d'intercommunalité s'il n'y avait pas de commune. Ce qui donne du sens à l'interco, c'est le maire. Mais pour que les choses fonctionnent bien, vous avez raison de souligner que l'étape de début de mandat, qui consiste à se concentrer ensemble sur un projet de territoire, est très fédératrice. Et cette étape-là, elle est capitale pour la suite. Parce qu'on observe que lorsque tel n'est pas le cas, beaucoup de maires, enfin certains maires, se sentent écartés, marginalisés. Et puis finalement finissent par se retirer plus ou moins de la gouvernance parce qu'ils sentent qu'ils sont inutiles
et qu'ils perdent leur temps. Et ça va très vite. Donc, d'où l'importance du management, enfin de la personnalité du président ou de la présidente, qui est capitale dans toute structure, mais plus encore parce que la légitimité de ce président, elle est réelle, mais elle n'est pas la même chose que celle d'un maire dans une ville. Et c'est déjà difficile, mais là, c'est plus encore. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intérêt de renforcer encore la nécessité de travailler sur le pacte financier, pacte de gouvernance, sur le projet de territoire, sur toutes ces choses qui doivent se traiter en début de mandat? Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. Alors après, est-ce qu'il faut le renforcer sur un plan législatif, ou est-ce qu'il faut donner des instructions aux préfets pour qu'eux-mêmes, dans leur dialogue avec les élus, en tout début de mandat, quand ils vont recevoir les nouveaux élus, ils puissent indiquer qu'il y a un travail à mener assez rapidement sur le pacte de gouvernance, les inciter vraiment à mener ce travail, alors qu'évidemment, en prenant leurs fonctions, ils vont vite être accaparés par de nombreuses choses, mais qu'en fait, ce travail-là, ce temps à prendre entre élus est absolument majeur pour dérouler toute la suite du mandat et avoir les bonnes habitudes de travail en commun. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être les deux d'ailleurs, ça peut être un renforcement législatif et des instructions qui puissent être données aux préfets, parce qu'on a quand même dans l'idée avec les ministres, M. Rebsamen, Mme Gatel, de donner des instructions évidemment quand les nouveaux élus seront réunis, de formation de ces élus par les services de l'État sur tous les outils à disposition dans un département, le rôle du sous-préfet aussi en termes d'accompagnement, de la DDT, de pouvoir leur présenter un peu toute la palette des outils à leur disposition et tous les contacts utiles, et évidemment après tous les autres sujets plus précis, mais le rôle d'OPJ avec le procureur. Je parle aussi bien sûr de la lutte contre la violence aux élus, ce que la gendarmerie fait pour eux, etc. Donc il y a tous des dispositifs aussi d'action publique en faveur du soutien des maires qui prennent leurs fonctions, qui est indispensable à présenter assez rapidement dans les 6 premiers mois. Sur les compétences, pensez-vous qu'aujourd'hui la liste des compétences est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'on peut en rajouter? Les compétences obligatoires. Et ensuite, est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de mouvements en termes de conséquences dans les intercommunalités, en termes de compétences? Est-ce qu'il y a beaucoup de transferts de compétences, de nouveautés qui sont confiées aux intercos ou des restitutions en parallèle? Et est-ce que vous pensez peut-être aussi qu'il faille assouplir le cadre de compétences et le transfert de compétences, peut-être pour arriver vers quelque chose à la carte, avec bien sûr le risque de complexifier démesurément l'exercice de ces compétences à l'échelle de l'interco, mais de peut-être mettre un peu d'huile dans les rouages entre les élus. Et pensez-vous pas qu'il faille aussi, dans ce cadre-là, parce qu'il y a aujourd'hui des exercices de compétences différenciés sur les intercos, qui ne sont pas exercés sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille peut-être trouver des solutions financières pour pouvoir assouplir et ne pas pénaliser le territoire qui n'est pas, où la compétence n'est pas exercée par la communauté de communes? Alors, sur les compétences, il nous semble qu'il y a une très forte demande de stabilité, dans le sens où, d'abord, nous ne ressentons aucune demande de transfert obligatoire supplémentaire. Premier élément. Nous ne ressentons pas de demande de restitution obligatoire non plus. Le dernier débat très fort qui a eu lieu sur le sujet et qui a été tranché par le Parlement, c'était celui du transfert de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes. C'était, on va dire, la dernière compétence obligatoire qui n'était pas encore entrée en vigueur et qui avait été prévue par la loi NOTRe. Depuis, il n'y a eu aucune autre demande de transfert et je pense que ce débat-là ayant été clos, la demande aujourd'hui est plutôt à la stabilité des compétences. En revanche, sur les compétences facultatives, là, il y a peut-être des choses à faire plutôt sur le champ de la connaissance des dispositifs qui existent, puisque depuis la loi 3DS,
le Sénat avait introduit dans la loi un certain nombre de dispositifs de souplesse pour autoriser sur les compétences facultatives une sécabilité, y compris géographique. Sécabilité très fine, comme c'était le cas d'abord sur les modalités d'exercice de la compétence, mais aussi sécabilité géographique. Et ces dispositifs sont assez peu utilisés, selon nous, et mériteraient d'être mieux connus, parce qu'ils sont une réponse à la demande de souplesse et d'organisation locale au sein d'une même intercommunalité. Alors, ils sont peut-être peu utilisés aussi parce que c'est difficile de restituer une compétence ou de ne pas l'exercer sur une partie d'un territoire quand on sait que celui-ci va quand même financer par le biais des impôts de sa population ce service-là. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui freine. Est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas imaginer peut-être de la sécabilité aussi financière à un certain moment sur l'exercice de ces compétences? Ce point avait été étudié au moment du vote de la disposition dans le cadre de la loi 3DS et en fait avait effectivement achoppé sur une difficulté, c'est le rôle du conseil communautaire qui est unique pour se prononcer sur toute la totalité du périmètre et l'unicité aussi du budget. Et c'est vrai qu'on ne peut pas transformer l'intercommunalité en syndicat de communes. Il y a vraiment un vote, un suffrage universel, un vote démocratique qui est lié à un conseil communautaire et après qui a plénitude de compétences sur l'ensemble du périmètre. Diriez-vous que la coopération intercommunale, qui est ancienne, en France, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, mais la coopération telle qu'elle existe depuis une période plus récente, qui est un peu plus une coopération forcée, dans les périmètres pas forcément choisis, est encore en phase de maturation, et qu'elle a encore à progresser, mais que les choses sont sur une trajectoire rassurante ou pas? Je crois que l'intercommunalité telle qu'elle est aujourd'hui, d'abord, elle est diverse. C'est vrai qu'entre les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes qui sont elles-mêmes extrêmement diverses, il y a toutes sortes d'intercommunalités. Et il y a aussi des habitudes de travail en commun qui se sont prises très récemment parce que les élus, ils ont été contraints à la suite de la loi NOTRe, et d'autres qui existaient depuis les premières métropoles des années 60. Donc c'est vrai que c'est difficile de comparer, disons, les intercommunalités en général parce qu'on n'entend pas les mêmes ressentis, on va dire, selon les territoires. Si on voit aujourd'hui le point auquel on est arrivé, je pense qu'après une période de forte contrainte et cumul des obligations, c'est-à-dire que l'intercommunalité actuelle, elle a connu à la fois la modification de périmètre, mais aussi un fort accroissement de compétences, parce qu'en même temps que MAPTAM fixait le périmètre, il y avait NOTRe qui occasionnait un certain nombre de transferts. Et l'eau, c'était le dernier épisode de ces transferts, mais tous les autres avaient été réalisés. Et donc, il y a eu à la fois périmètre plus compétences. Le temps, disons, d'absorption par les territoires de ces évolutions a été long, et d'où ce besoin, à mon avis, d'encore un peu de stabilité avant de se reposer la question de l'avenir, parce que tout ça, ce sont quand même des mouvements assez lourds, y compris pour tout ce que ça a occasionné comme travail local pour les élus, avec les commissions d'évaluation des charges, les réunions de CDCI. Enfin, c'était quand même un travail très lourd. Donc aujourd'hui, il y a ce besoin de stabilité. Après, on voit bien qu'on n'a pas atteint un point d'équilibre, que dans certains territoires, effectivement, une fois que les choses sont stabilisées, on pourra se poser la question quand même de revoir certains périmètres, qu'il faut, pour le prochain mandat, pouvoir se poser sereinement ces questions, des périmètres et puis aussi peut-être des compétences à la marge, mais avec une volonté de faciliter les choses. Quand vous dites le prochain, c'est celui qui arrive, 26. Je pense qu'après un mandat entier de stabilité, effectivement, un certain nombre de questions vont pouvoir se réouvrir, mais avec aussi la volonté d'améliorer le fonctionnement, mais aussi de maintenir toutes les plus-values de l'intercommunalité. Et quand vous dites les périmètres, c'est plutôt un élargissement
ou des scissions que vous imaginiez? C'est plutôt sur la base des circonstances locales de répondre aux besoins, mais ce serait plutôt effectivement de faciliter, dans certains cas, des scissions ou des retraits, mais sur des cas vraiment déterminés. Et puis, si les élus souhaitent, mais ils peuvent déjà le faire, élargir les périmètres, ils peuvent le faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait de volonté d'aller élargir encore les périmètres. Justement, certains périmètres sont à cheval sur 2, voire même, m'a-t-on dit, sur 3 départements. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers, notamment du point de vue de l'État, mais aussi du point de vue des conseils départementaux? Est-ce que ça suscite, ça génère des complications? Non. Nous, en tout cas, du point de vue de l'État, on n'a pas de retour sur ce point. Pas du tout. C'est pas ce que j'entends. Si vous le permettez, peut-être un petit mot sur les communes nouvelles, parce que je sais que ça répond aussi à certaines de vos préoccupations, sur le fait que les communes nouvelles et l'intercommunalité sont aussi deux mouvements complémentaires et qui peuvent se lire l'une avec l'autre. Les communes nouvelles, elles ont parfois permis aussi à des communes de se regrouper pour mieux peser au sein de leur intercommunalité. Ça a été aussi un des moteurs dans les créations de communes nouvelles. Et c'est vrai que, pourquoi je lis les sujets? Parce que je sais qu'il existe une disposition dans notre droit qui est la possibilité de faire des communes-communautés, disposition qui n'a jamais été utilisée aujourd'hui, mais qui pourrait être à l'avenir une réponse aux préoccupations des élus de mieux peser directement dans leur gouvernance. Parce que cette commune-communauté, or c'est l'idée qu'une intercommunalité se transforme en commune, donc c'est le cas extrême de l'intégration ou de l'habitude de travailler en commun. Et c'est vrai que si on poussait la logique jusqu'au bout, c'est vrai que ces élus qui exercent toutes les compétences en commun n'auraient plus besoin de se rattacher à une nouvelle intercommunalité. Et c'est l'idée, en fait, voilà, de pousser l'intercommunalité jusqu'au terme de sa philosophie, c'est de se dire que, in fine, l'objectif, ce serait de ne plus avoir besoin de l'intercommunalité. C'est quand même assez pervers. Remarquez, tout dépend d'où l'on part, puisque quand je regarde la carte des communes nouvelles, je ne la découvre pas en cet instant, mais ça marche très fort sur certaines parties du territoire, cependant que, notamment dans la partie qui est la mienne, dans l'est de la France, ça ne marche pas très fort. Je ne sais pas non plus. Dans l'ouest... Donc, je ne sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est la présence d'une ou deux personnalités qui favorisent, ou est-ce que c'est culturel, ou est-ce que c'est ailleurs? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout une priorité dans certains secteurs, en tout cas. Je pense qu'il y a eu les deux, effectivement, comme il y a eu un effet d'abord d'élus qui, sur certains territoires, travaillaient particulièrement bien ensemble, et donc ça a facilité l'enclenchement d'un mouvement. Et puis une fois que ce mouvement était enclenché, il y a eu la preuve par l'exemple. Certaines communautés de communes, communes nouvelles qui se sont créées, qui ont bien fonctionné, qui ont créé une dynamique, un projet de territoire, qui ont démontré que par le regroupement, ils avaient réussi à maintenir tel service public, à avoir un accord avec l'éducation nationale pour maintenir l'école. Et donc, en fait, voilà, par l'exemple, on entraîné d'autres élus. Et dans certains autres territoires, les choses ont moins pris. Après, il y a eu aussi des communications sur le sujet qui ont été variées par les services de l'État. Il y a eu un accompagnement plus ou moins fort aussi selon les territoires. Ça a pu jouer. Alors, sur les communes nouvelles, communautés, c'est quelque chose qui est cher à Françoise Gatel. Ça peut être aussi intéressant. Mais malgré tout, le poids de la commune dans l'intercommunalité, même pour les communes moyennes qui ont plusieurs représentants, ça reste aussi difficile à appréhender parce que même les communes moyennes qui apportent beaucoup à l'intercommunalité, elles se sentent aussi des fois sous-représentées. Et elles peuvent vous dire, je pèse j'ai 3 délégués alors que j'ai 10 fois la population de mon collègue qui a un délégué. Voilà, donc c'est toujours très compliqué. Et est-ce qu'il n'y a pas un assouplissement des accords locaux, peut-être à inventer là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'accord local, il est quand même assez
contraint. Donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi quelque chose là-dessus? Pour en revenir aux compétences et des fois au fait que l'intercommunalité elle soit assez importante et qu'elle ait différentes parties géographiques de son territoire qui soient aussi très différents, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à voir pour pouvoir travailler par secteur? Alors, ça a été fait pour les PLUI notamment, puisqu'on avait réabaissé à une époque, j'avais porté un amendement pour abaisser le seuil du nombre de communes dans les agglos pour pouvoir faire plusieurs PLUI au lieu d'un seul. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des possibilités aussi d'assouplir certaines choses pour que certaines grandes intercommunalités travaillent par secteur en fonction des besoins de chaque secteur? Sur les accords locaux, je serais assez prudente parce que je pense que nous avons exploité toutes les marges de la jurisprudence et qu'il y a déjà eu un certain nombre de tentatives législatives d'aller utiliser tout ce qu'il est possible de faire à la suite de Salbris et qu'on a atteint un point d'équilibre. Après, il faut que les élus se saisissent de la possibilité de faire des accords locaux. Ça, c'est aussi très important. Mais là, je pense que en tout cas pour ces prochaines échéances, ils ont un très fort accompagnement des services de l'État sur le sujet. Et l'Association des maires de France est aussi également en accompagnement. Et nous partageons très régulièrement avec l'AMF toutes les données que nous avons sur les accords locaux et toutes les préconisations de méthode que l'on peut faire en commun. Sur la capacité à territorialiser l'action des intercommunalités, de travailler par secteur. Ça a aussi été ouvert par la loi 3DS. Et là, il y a effectivement des marges de progrès. Il est sans doute possible d'aller plus loin ou encore là aussi de faire mieux connaître ces dispositifs, puisqu'il est aujourd'hui possible d'avoir une sectorisation des politiques, d'avoir également une organisation des services qui correspondent à ces secteurs. Mais dans nos retours, il nous semble que c'est assez peu utilisé. Parce que c'est vrai que on constate dans de nombreuses intercommunalités, notamment dans les plus grandes, mais pas forcément gigantesques, lorsque une commune qui parfois représente une part significative de la richesse de cette interco n'a qu'un seul représentant, on se rend compte que les débats sont totalement déséquilibrés parce que ce représentant doit maîtriser toutes les compétences que gère l'interco à lui seul. Et du coup, c'est inégal. Mais comme vous le rappeliez, vous avez exploité toutes les possibilités à Constitution et que cette reconnaissance de l'espace, qui est une demande très ancienne des maires ruraux de France, n'est pas, en l'état actuel du droit, satisfaisable. Ça se dit, ça? Satisfaisable, je sais pas. Et c'est un vrai problème. Et c'est l'une des principales causes qui justifie le malaise de certaines communes au sein des intercos. C'est parce que c'est totalement déséquilibré. Et quand cette personne on voit son remplaçant, il découvre tout le jour venu. Il n'existe pas. C'est un semblant de démocratie. Il découvre le fonctionnement de l'institution. Et ça, c'est vraiment un problème essentiel. Vous en avez conscience, bien sûr. En fait, c'est vrai que dans la législation, on a essayé d'y remédier par divers moyens, mais qui sont des moyens techniques, qui sont l'obligation pour le conseil communautaire d'envoyer une note de synthèse des affaires qui seront à l'ordre du jour un certain nombre de jours à l'avance, qui sont aussi l'obligation de communiquer l'ordre du jour et tous les points de synthèse à l'ensemble des maires, y compris ceux qui ne vont pas siéger au conseil communautaire, pour que l'information puisse se diffuser. À l'ensemble des élus. À l'ensemble des élus. Oui, alors à l'ensemble des élus, oui. Et puis, il y a un enjeu d'appui des services aux élus qui siègent au conseil communautaire. Et c'est vrai que ça, le maire de la petite commune qui a que sa secrétaire de mairie pour l'appuyer, qui va siéger, c'est très compliqué. Là, il y a un enjeu que les services de l'intercommunalité qui ont un peu plus de moyens puissent soutenir aussi en termes d'information et d'appui à la séance
l'ensemble des élus du conseil communautaire. Si vous avez des choses à rajouter, Madame la Directrice Générale, est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que vous avez... Vous avez reçu un questionnaire XXL très complet que l'on vous... C'est comme les intercommunalités, voilà, on vous engage à nous retourner. Quand alors, vous, le chiffre exact, 1250. Ça ne change pas tous les jours quand même. Non. 1254. Je remets le micro. On joindra au dossier, bien sûr, tous les analyses statistiques que l'on publie sur les structures territoriales, puisque nous avons récemment publié, donc ça s'appelle nos bulletins d'information statistique, nous avons récemment publié un sur l'intercommunalité et les structures territoriales, donc, qui comprend donc, le nombre de syndicats, mais aussi les structures par niveau et classification juridique des intercommunalités, également le nombre de scissions qu'il y a pu avoir dans l'année, de fusions de communes éventuelles. Voilà, donc je vous le communiquerai également. Une dernière question, vous avez encore 2 minutes, concernant les écarts de richesse entre certains périmètres. Parce qu'on observe que ce qui vaut pour les communes vaut également pour les EPCI. Est-ce que vous continuerez à aller, comme on le constate à chaque loi de finances, vers une augmentation des dotations de péréquation, ou est-ce que ça se terminera bientôt? Parce que cet écart, on le sent, c'est très difficile à supporter, notamment pour ceux qui sont en dessous de la moyenne ou très en dessous de la moyenne. Les autres, on ne les entend pas. Mais ça, c'est une situation qui est difficile à expliquer. Parce qu'il y a écart et écart. Quand ça devient très important, les gens n'acceptent plus. Alors, il y a l'écart entre les intercommunalités et l'écart au sein des intercommunalités entre les communes. Entre les intercommunalités, effectivement, le mouvement de ces dernières années au sein de la DGF des intercommunalités, ça a été d'accroître la dotation d'intercommunalité, qui est la dotation péréquatrice, et décréter la dotation de compensation, qui est celle qui est figée sur des valeurs historiques, et donc qui n'est plus du tout péréquatrice. Donc il y a un mouvement de péréquation entre intercommunalités. Et là-dessus, il faut aussi noter pour les intercommunalités 2 mouvements possibles vis-à-vis de leurs communes. C'est la possibilité d'avoir des répartitions dérogatoires du FPIC et la possibilité d'avoir une répartition dérogatoire de la DGF. Alors sur la DGF, ça n'a jamais été fait. Je vous le dis, la possibilité existe, mais elle n'est pas utilisée. Pour le FPIC, il y a environ 1/3 des intercommunalités qui adoptent une répartition dérogatoire. Entre communes, là aussi, toutes ces 3 dernières années, il y a eu une forte augmentation de la péréquation au sein de la DGF sur la DSU pour les urbains, ceux qui ont des quartiers politiques de la ville, la DSR pour les communes rurales. Et donc l'an dernier, ça a été plus de 290 millions d'augmentation de la péréquation qui ont été financés en partie par l'État et pour le reste par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes. Donc là aussi, c'est un mouvement de péréquation au sein de la DGF qui est très fort puisque la péréquation dans la DGF, c'est 48% de la DGF. La question que vous posez, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ce mouvement va se poursuivre dans la prochaine loi de finances? Donc ça sera effectivement un choix à faire et il dépend en fait du montant de la DGF. À montant constant, est-ce que la péréquation doit être stabilisée ou est-ce que la hausse se poursuit dans un cadre évidemment contraint des finances publiques que nous connaissons? Et une dernière question cette fois-ci, enfin pour moi. Est-ce que vous savez nous dire si la pratique des dotations de solidarité est une pratique généralisée en France? Est-ce que tout le monde, toutes les intercos les ont mises en place? Alors, je crois, on vous donnera les chiffres également. Je crois elle n'est pas 100%, mais elle est quand même très, très large. Il y a beaucoup de DSC qui ont été mis en place. Est-ce que c'est les plus riches qui mettent ça en place ou alors, ce n'est pas forcément les plus riches parce qu'il y a une obligation législative, par exemple, pour celles qui ont un quartier politique de la ville. Donc, il doit y avoir une DSC en faveur des communes QPV. Et donc là, l'obligation est très bien respectée. Pour les autres communes, il y a parfois des DSC, mais sur des montants très faibles. Donc, en fait, il y a l'existence de la DSC, mais après, il y a l'impact qu'il faut aussi mesurer. Pareil pour les fonds de concours accordés par...
Alors les fonds Dans de concours, l'interco. les fonds de concours, c'est une pratique qui est beaucoup plus répandue. Effectivement, pour financer tel ou tel investissement, la possibilité de financer en commun entre communes et intercommunalités. Et ça, c'est une pratique, mais qui se fait projet par projet. Bien, écoutez, oui, c'est une aide à l'investissement, fonds de concours, parce qu'il y a aussi des communes qui versent des fonds de concours systématiquement à sans affectation particulière. C'est un fonds de concours pour... c'est en quelque sorte une subvention de fonctionnement. C'est libre d'affectation. Nous, on connaît que les fonds de concours en investissement, mais je regarderai votre sujet. Après, il y a la pratique des attributions de compensation, mais c'est pas ça. Non, c'est autre chose. D'accord, bon, on va ça, regarder c'est sur réglementé. les fonds de concours en fonctionnement, parce qu'effectivement, moi, j'ai plutôt à l'esprit, projet par projet, cette capacité de financer en commun, qui est une dérogation quand même au principe de spécialité de l'intercommunalité, la capacité déjà de faire un fonds de concours en investissement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'oubliez pas de répondre au questionnaire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Madame la rapporteure.